Vous aussi faites partie de l'élite Terrabellum directement en cliquant sur le bouton rejoindre à partir de notre page d'accueil. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo Terrabellum. Les actes de piraterie menacent la sécurité maritime, en particulier en mettant en danger la vie des gens de mer et la sécurité de la navigation et du commerce. Ces crimes font des morts, parfois des blessés, des gens de mer sont pris en otage, le commerce et la navigation se trouvent gravement perturbés, les armateurs perdent de l'argent, les primes d'assurance et le coût des mesures de sécurité augmentent, les prix de revient et le coût des produits s'accroissent pour les producteurs, mais aussi les consommateurs, et il peut en outre être causé des dommages au milieu marin. Les actes de piraterie ont aussi de très vastes ramifications et peuvent faire obstacle à l'aide humanitaire, tout en accroissant le coût des transports vers les régions affectées. Mais comment pouvons-nous définir la piraterie? L'article 101 de la CNUDM, la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, définit la piraterie ainsi. On entend par piraterie l'un des quelconques actes suivants: tout acte illicite de violence ou de détention ou toute déprédation commis par l'équipage ou des passagers d'un navire ou d'un aéronef privé agissant à des fins privées et dirigé contre un autre navire ou aéronef ou contre des personnes ou des biens à leur bord en haute mer, contre un navire ou aéronef, des personnes ou des biens dans un lieu ne relevant pas de la juridiction d'aucun État, tout acte de la participation volontaire à l'utilisation d'un navire ou d'un aéronef lorsque son auteur a connaissance de faits dont il découle que ce navire ou aéronef est un navire ou aéronef pirate, et ainsi que tout acte ayant pour but d'inciter à commettre les actes définis aux lettres suivantes, A ou B précédentes, ou commis dans l'intention de les faciliter. Bref, la piraterie moderne s'amorce, comme beaucoup de choses, à compter de la chute de l'URSS en 1990 et avec la fin de la rivalité entre soviétiques et américains sur les océans. Vous connaissez tous la triade économique composée des États-Unis, de l'Europe occidentale et du Japon qui représentait en 90 environ 75% du PIB mondial. Cette triade s'est étendue progressivement à ses périphéries à mesure que les échanges se globalisaient et gagnaient en importance. Cette triade réalisait seulement 31% du PIB mondial en 2016. Le basculement des flux commerciaux vers l'Asie à compter des années 90 et la conteneurisation intensifient les échanges nord-sud, mais aussi les échanges sud-sud qui se développent depuis lors. Avec plusieurs verrous, le canal de Suez qui s'efforce de rester dans la course, le canal de Panama, mais aussi le détroit de Malacca qui réunit 1/6 du transport maritime mondial face à Singapour. L'Asie du Sud est donc le cœur où se concentre le dispositif maritime mondial, mais là où l'économie est présente, il y a toujours une économie de l'ombre et souterraine, dans notre cas, la piraterie. Alors on a vu la définition de la piraterie selon l'article 101, mais comment pouvons-nous définir concrètement ce qu'est la piraterie? La piraterie moderne, comme tout au long de l'histoire, ne se définit pas par des tendances linéaires, mais bien fractionnées. Si on remonte dans l'histoire, la piraterie connaît plusieurs périodes, de 1650 à 1680, avec la flibuste, dominée par les marins anglais et français qui s'attaquent aux Espagnols dans les Caraïbes, les années 1690, avec la chasse des navires musulmans et des compagnies des Indes dans l'océan Indien et en mer Rouge, la période de 1715 à 1725, avec le chômage des marins suite à la guerre de succession d'Espagne, qui les conduisit à se livrer à la piraterie dans les Caraïbes, l'océan Indien et la Corne d'Afrique. Il en est de même en mer de Chine, où la dynastie Ming, au XVIe siècle, monopolise le commerce maritime et ferme la Chine à l'extérieur, ce qui encourage les actes de contrebande. La piraterie est un moyen de subsistance pour les populations de pêcheurs qui deviennent des pirates saisonniers en été pendant la mousson, mais aussi s'enrichissent autour du commerce illégal avec les marchands qui s'opposent à la politique isolationniste des Ming. Vous le voyez, les sursauts d'actes de piraterie se forment par pics, souvent à relier au contexte ou des crises locales qui justifient les actions pirates. La crise de 1997 en Asie du Sud, par exemple, est la première amorce moderne d'un regain de la piraterie. C'est ensuite le début des années 2000 à la période de 2015 qui ont connu le plus grand nombre d'attaques. Pour autant, la piraterie ne se chiffre seulement que par quelques centaines d'attaques par an, plus de 100 lors du pic en 2015. Son impact réel, si elle est néfaste, est donc à nuancer. La piraterie se compare à du brigandage, justifié comme une source de revenus pour s'émanciper de la pauvreté ou arrondir une vie difficile selon les crises locales. Les biens volés sont alors matériels, de l'argent liquide, des effets personnels, des pièces détachées, de la hi-fi, etc., etc. Mais le rapport gain-perte est alors dérisoire pour les compagnies. C'est l'évolution de la piraterie et ses méthodes qui vont conduire les grandes puissances et les armateurs à s'y intéresser de plus près. L'implication progressive du terrorisme à partir de 2010 et la pratique de la prise d'otages vont alors changer la donne, médiatiser la piraterie et impliquer les grandes puissances dans une lutte asymétrique sur mer mais aussi sur terre. On ne peut décemment pas parler de piraterie sans évoquer la Somalie qui, à compter de la seconde moitié des années 2000, va dépasser le détroit de Malacca en nombre d'attaques avant de s'équilibrer à nouveau. La différence du traitement
médiatique entre l'Asie du Sud et la Somalie réside dans ces prises d'otages et le détournement de navires français, américains ou encore danois. Étonnamment, la piraterie ne semble pas avoir ici de préférence particulière sur le navire à attaquer, allant du navire de pêche au voilier de croisière ou au cargo. Piraterie et terrorisme peuvent être intimement liés dans ces régions aux motivations complexes. Néanmoins, la piraterie somalienne est sur le terrain majoritairement constituée de pêcheurs victimes de la surexploitation de la pêche ou attirés par le gain, tandis que le cœur pour piloter ces actions se situe et s'organise dans les terres. Vous l'avez compris, même si les puissances et armateurs arment leurs navires avec des hommes et de nouvelles procédures, comme l'aménagement de citadelles sur les navires, le verrouillage des accès, etc., tout cela coûte cher aux puissances, alors que le cœur de la piraterie, lui, est bien au chaud au centre du pays et demeure intact. Les puissances envoient des moyens militaires et mobilisent des hommes, et je parle de toutes les puissances militaires, de la Chine en passant par les États-Unis au Japon ou encore à la France et la Russie. Grâce à la CNUDM, l'article 100, obligation de coopérer à la répression de la piraterie, qui autorise les États à intervenir sur les eaux internationales contre la piraterie. L'ensemble des nations ont aussi vu un moyen de se projeter dans un double jeu sur fond de lutte contre la piraterie et pour montrer ses capacités de projection. C'est ainsi que la France, présente avec les Seychelles ou les États-Unis, se sont ajoutés la Chine, l'Inde, le Japon, la Russie et bien d'autres nations qui justifient ici la protection de leurs intérêts, ce qui est pragmatiquement vrai, compte tenu du canal de Suez où transitent énormément de marchandises. La Somalie autorise par ailleurs la poursuite dans ses eaux et ses terres des pirates et les armateurs font appel à des sociétés militaires privées occidentales, russes ou encore asiatiques pour protéger leurs navires. La piraterie est aussi une occasion en or pour la croissance du business de la sécurité et de la sûreté maritime. D'autant plus que l'intensité de la piraterie est un processus, on l'a vu, cyclique, et mondiale. J'ai parlé ici beaucoup de Malacca ou de la Somalie, mais la piraterie se retrouve aussi par exemple au sud du Brésil, dans les Caraïbes, ou encore et surtout dans le golfe de Guinée qui pourrait être le futur pôle de la piraterie dans les années 2020. Je sais que c'est un sujet qui vous passionne, donc maintenant on va voir le cadre juridique. Vous savez que toutes ces actions sur des eaux souveraines impliquent des forces armées, du recrutement, de l'emploi de paramilitaires, ce qui pose des questions juridiques. Vous devez le savoir, mais avec la globalisation, le commerce maritime et le transport maritime est devenu un véritable nœud de cerveau pour le droit. Par exemple, dans le cas où un navire cargo transporte des marchandises illégales ou déverse son gasoil, faut-il juger le port d'embarquement singapourien, le capitaine du navire néerlandais, l'équipage philippin, l'armateur chinois ou le pavillon maltais? Tout cela donne déjà lieu à des procédures interminables qui se soldent souvent sur un non-lieu devant la tâche administrative et malgré la volonté de la CNUDM d'uniformiser le droit international. Ajoutez dans notre contexte des pirates qui viennent attaquer ces navires et sont capturés, blessés ou tués par des forces armées conventionnelles ou par des sociétés militaires privées, la convention sur le traitement des prisonniers, des blessés ou encore le simple fait d'ouvrir le feu donne lieu à des procédures interminables selon que les forces armées soient conventionnelles ou privées, car les CNUDM renvoient au droit national du bâtiment qui saisit le navire pirate. Cela exclut théoriquement la saisie par les sociétés privées, mais vous avez compris le principe, c'est le plus simple car le plus souple et opaque si je puis dire. Imaginez une société militaire privée chinoise dont le directeur est russe et qui opère contre la piraterie à partir d'une filiale à Dubaï avec des vétérans militaires de tous les pays. Ils ne seront pas trop regardants sur le sort des pirates. Du côté des forces conventionnelles, là encore le traitement sera différent d'une force conventionnelle à l'autre. Si les troupes russes, américaines, indonésiennes ou encore chinoises sont relativement flexibles sur le sort des pirates pendant l'action et peu regardantes, les forces françaises, eux, doivent essayer à tout prix de capturer pour pouvoir juger le pirate sur le sol français et donc les transporter à bord du navire militaire, les traiter comme prisonniers, les nourrir, les loger jusqu'à l'arrivée en France où ils seront internés puis jugés. On en arrive à des cas assez absurdes où les pirates qui apprécient tellement leur vie en captivité en France en viennent à demander l'asile pour refaire leur vie ici. Bref, vous l'avez compris, il y a la théorie qui s'écrit dans les bureaux par les étoilés à Ballard et les politiciens à l'Élysée, puis il y a les faits. Mais ça en dit suffisamment long sur le gouffre qu'il y a entre le commandement et la réalité car on ne peut pragmatiquement pas éradiquer par la force la piraterie s'il faut se faire tirer 20 chargeurs de calage dessus pour essayer de capturer un pirate, le transporter dans les règles de l'art et lui faire le tour par le détroit du Bosphore car en passant par Suez, le droit égyptien le mettrait tout simplement à mort. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le cadre juridique qui touche à la piraterie délègue aux États qui doivent ensuite prendre des mesures en conséquence. Pour autant, stratégiquement, les armées peinent à lutter contre la piraterie qui est un des nombreux phénomènes de guerre asymétrique dans notre monde moderne. Pêcheur la semaine, pirate le week-end, auto-entrepreneur ou simple pion d'un réseau criminel plus vaste, attiré par le gain ou combattant idéologique, la piraterie c'est autant de profils qu'il faut apprendre à connaître, à maîtriser et surtout à doser pour lutter efficacement. Bref, cette vidéo synthétique sur la piraterie touche à sa fin, j'espère avoir ouvert différentes portes qui vous seront utiles pour vos recherches. N'hésitez pas à consulter la convention sur le droit de la mer et dites-moi en commentaire si vous voyez déjà un intérêt peut-être à lutter contre la piraterie, et si oui, quel moyen de lutte serait le plus efficace. Ça peut être au niveau de la lutte physique,
physique brute, par exemple, mais aussi juridique en autorisant des troupes privées sur les navires, voire des interventions au sol. N'hésitez pas non plus à faire un tour du côté de notre offre premium si vous voulez soutenir la chaîne et disposer d'un podcast par semaine. Sur ce, je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine. Nous vous proposons dès à présent du contenu supplémentaire directement sur la chaîne YouTube. On nous demande souvent pourquoi nous n'avons pas de Tipeee ou d'espace don. C'est tout simplement parce que nous voulons vous proposer en échange de votre argent des contreparties concrètes sous la forme d'un format premium. C'est maintenant possible directement via YouTube, il vous suffit pour ça de cliquer sur rejoindre sur notre page d'accueil de notre chaîne pour devenir membre premium sous un format mensuel, une façon simple et pratique de nous soutenir tout en se rapprochant et en formant la communauté Terabellum. Vous disposerez d'un podcast hebdomadaire où nous traiterons d'actualités et répondrons à vos différentes questions, d'un accès à notre canal VIP sur notre Discord pour nous contacter en continu ainsi que d'autres avantages mineurs comme les badges de fidélité à côté de vos pseudos sur YouTube et bien sûr nous ferons apparaître vos noms ou pseudos en fin de vidéo pour vous remercier. Pour soutenir Terabellum et aller de l'avant, rejoignez la communauté premium dès maintenant. Un grand merci à tous pour votre soutien.